J'ai le grand plaisir de vous présenter le docteur David Kaiser. Le docteur Kaiser est un médecin spécialiste en santé publique et médecine préventive, possédant une formation en sciences environnementales et une décennie d'expérience en pratique de santé publique, principalement dans le domaine de la santé environnementale. Il est directeur du programme de formation en résidence en santé publique et médecine préventive à l'Université McGill et directeur médical associé à la Direction de la santé publique de Montréal, où il supervise l'unité de préparation aux situations d'urgence. La Direction de la santé publique de Montréal nous rend de bien grands services et a joué un rôle de tout premier plan lors de la récente pandémie de COVID. Nous vivons à une époque de crises multiples, effondrement de la biodiversité, réchauffement climatique, itinérance, drogues toxiques, etc. Les crises écologiques et sociales sont des événements potentiellement traumatisants qui ont des impacts multiples et durables sur la santé et le bien-être. Le Dr Kaiser nous éclairera sur une approche sensible au traumatisme pour le bien-être des personnes, des collectivités et des écosystèmes. Dr Kaiser, on vous écoute. Merci beaucoup. Merci Ginette et merci à Ginette et Jacques pour l'invitation. Je suis très content d'être avec vous ici aujourd'hui. Et je veux juste revenir sur une reconnaissance du territoire sur lequel on est ici à Montréal. Quand on parle de trauma, quand on parle de bien-être, c'est vraiment important pour moi qu'on se connecte au présent, ici à Montréal, aux inégalités de santé, de bien-être que vivent les peuples autochtones à ce jour et à l'histoire qu'on connaît ou pas, mais qui mérite d'être connue et qui vient influencer le présent et notre capacité de se projeter dans un avenir meilleur. Je vous invite à prendre juste un moment, encore une fois, pour s'ancrer sur le territoire ici. Imaginez-vous au bord d'un immense plan d'eau. Vous laissez tomber un caillou. Jusqu'où pouvez-vous percevoir les ondulations à l'œil nu? Et si vous avez des jumelles, une lunette d'approche, en puisant dans votre imagination, et si vous n'étiez pas seul, s'il y avait une communauté de gens, de collaboratrices tout autour, sur le rivage ou en mouvement, dans un bateau, en vol, sous la surface, qui contribuent à observer, à agir, à faire circuler l'information, comment cette collaboration permet de provoquer des effets d'impact que nous n'aurions jamais pu atteindre seuls. Drop a pebble in the water, just a splash and it's gone. But there's 100 ripples circling on and on and on. Spreading from the center, flowing on out to the sea, and there's no way of telling where the end is going to be. Jeter un caillou dans l'eau, un éclaboussement et il disparaît. Mais 50 ronds tournent, s'étendent, sentent, coulant jusqu'à la mer. Et nul moyen de savoir où se trouvera la fin. Lass ein Steinchen ins Wasser fallen, sprüht's und ist es untergegangen. Aber das sind ein halbes Hundertwellen, die immer weitergehen. Sich von der Mitte ausbreitet, weiter und weiter bis zum Meer. Und niemand kann wissen, wo das Ende ist. Nous sommes tous à l'intersection de plusieurs dimensions, notre bien-être aussi, individuel, des collectivités et des écosystèmes. Je l'ai dit, je suis très content d'être ici avec vous aujourd'hui, dans cette salle à Montréal et en ligne à travers le pays. Ça fait bientôt 25 ans que mon histoire à McGill a commencé. En 2000, je suis arrivé à l'école d'environnement convaincu que mon destin se trouvait dans la lutte environnementale. En fait, je voulais sauver les baleines. Avant, mon terrain de jeu était la ferme. J'ai grandi
sur une ferme laitière, entouré de champs et de forêts. Je suis le fils d'immigrants suisses et ma famille sont cultivateurs, mes voisins l'étaient aussi. J'ai développé un amour pour la nature à un jeune âge. Je pouvais passer des heures, des journées entières à apprendre à connaître les arbres, les plantes, les salamandres, les oiseaux. J'ai envoyé mon argent de poche à Greenpeace et mon lit était couvert des autocollants qu'ils envoyaient en guise de reconnaissance pour ma contribution, des images de dauphins et de baleines. Pour ce qui est des humains, il me semblait causer que des problèmes, à détruire ce que je trouvais beau et je ne croyais vraiment pas pouvoir les apprécier. Et pourtant, à 25 ans, je suis revenu à McGill pour mes études en médecine, suivi de ma spécialisation en santé publique. Et à la fin de ma résidence, j'ai essayé vraiment de me convaincre qu'en travaillant pour protéger, améliorer le bien-être et la santé des humains, je réussirais à protéger et améliorer la santé des écosystèmes. Et je n'étais pas certain. Je suis arrivé en santé publique avec la forte conviction que les changements climatiques étaient la priorité. La seule priorité qui m'amènerait un sentiment d'accomplissement, de sens. Et j'en ai parlé à mon entrevue d'embauche et je me rappelle très, très bien la réponse du directeur qui m'a dit « C'est peut-être important, mais ce n'est pas de nos affaires. » Dans mes premières années de pratique comme médecin spécialiste, j'ai investi différents dossiers. J'ai travaillé sur le logement, le bruit, la pollution de l'air, la chaleur extrême. C'était pas exactement ce que je souhaitais faire. Du moins, c'était pas ce que je pensais que je souhaitais faire. J'étais certainement pas occupé à sauver les baleines. Et j'apprenais tellement. Je découvrais que d'apprendre à connaître les humains m'apportait une joie qui ressemblait étrangement à celle que j'ai connue en apprenant à connaître la nature, les animaux, les plantes, les collines et les vallées de mon enfance. Et j'étais surpris. C'était au contact des communautés desquelles j'étais au service dans mes mandats ou à côtoyer une diversité de professionnels avec des connaissances variées qui contribuaient à challenger mes croyances, mes biais, nourrir ma curiosité avec leurs perspectives différentes et la passion pour leur travail que j'ai appris que je pouvais aussi apprécier les humains. La pandémie a été marquante pour ma pratique et pour ma compréhension du monde. J'ai vécu de la souffrance humaine avec une intensité inattendue et incommensurable. Pendant la première vague, je suis entré dans une prison pour la première fois, littéralement, pas métaphoriquement comme plusieurs d'entre nous pendant le confinement, et rien ne m'avait préparé à la brutalité des injustices subies dans cet endroit. Et on a essayé de faire en sorte à ce que nos interventions ne contribuent pas à la souffrance et on n'a pas toujours réussi. Dans mon lieu de travail aussi, ça se vivait, l'épuisement, les larmes, les conflits, la difficulté à prendre des décisions, les départs de collègues, le roulement de personnel, la perte de sens au fil des vagues. Et en retournant dans mes notes, je constate qu'il y a aussi eu des moments de joie régulièrement dans l'expérimentation, dans les nouvelles collaborations pour répondre à des défis, des besoins urgents et émergents, à des moments où je pouvais constater l'impact réel et immédiat de ce qu'on faisait. Alors, mon histoire de la pandémie a été beaucoup axée dans les dernières années sur la souffrance et en y retournant, je découvre aussi la joie. À l'automne 2021, accompagné par ma collègue Stéphanie qui est ici, nous avons fait une mise à jour de notre plan COVID. Alors, le plan qui définissait les activités de santé publique en réponse à la pandémie. Et on a choisi un processus ambitieux, en co-création, impliquant des professionnels, des médecins, des gestionnaires, de l'ensemble de nos équipes. Et pour la première fois, à ma connaissance, on a ouvert sur le trauma. D'abord, dans la perspective de ce que nous avions vécu comme équipe, c'était après 1 an et demi de pandémie. Et tout de suite, on a pu constater la résistance, l'inconfort à en parler, même entre nous. Et à ce moment, après 2 ans de pandémie, 8 ans de pratique médicale, 9 ans de formation médicale, je ne connaissais rien sur les approches sensibles au trauma, rien dans ma formation médicale, rien pendant ma résidence. C'est quand même surprenant compte tenu de ce qui est connu et du travail que je fais.
La définition du trauma qui est la plus citée a été proposée par le Substance Abuse and Mental Health Services Administration, le SAMHSA, aux États-Unis, qui dit qu'un traumatisme est l'exposition et la réaction à un événement, à une série d'événements ou à un ensemble de circonstances qui sont physiquement ou émotionnellement nuisibles ou mettent la vie en danger et dont les effets néfastes, durables sur le fonctionnement d'une personne, ainsi que sur son bien-être mental, physique, social, émotionnel ou spirituel. Ça peut avoir lieu au niveau individuel. Les individus peuvent vivre différents types de traumatismes historiques, générationnels, aussi vicariats ou secondaires, en contexte de soins. Et le trauma de loyauté, je pense qu'il est vraiment pertinent et important pour nous dans un contexte académique où ce que les institutions peuvent tendre à éteindre les consciences et la passion. Et le traumatisme survient également au niveau collectif, à l'intersection de violences structurelles, le racisme, la colonisation, le patriarcat, l'exclusion sociale et des crises. Ginette en a mentionné, la crise climatique, l'épidémie de surdose, l'itinérance, la crise du partage de l'espace public, la précarisation de vastes segments de la population par un système économique qui sert à enrichir un petit nombre. Et ce sont des traumatismes collectifs qui s'additionnent, qui s'entrecroisent, se superposent. Au niveau des individus, on connaît bien certaines réactions au trauma qui font obstacle au sentiment de sécurité, à la gestion des relations, à la régulation émotionnelle. Il y a un lien direct entre l'exposition, notamment à l'enfance, à des événements traumatisants et les troubles du développement neurologique, du système immunitaire, les comportements à risque pour la santé et les maladies chroniques. Au sein de la population, on peut voir aussi les signes et symptômes d'anxiété et de dépression dont Jeremy Cooperstock a parlé, qui sont extrêmement préoccupants, notamment chez nos jeunes. La polarisation sociale et politique, on y a fait référence en lien avec l'IA, et ça dépasse largement l'IA. L'attaque frontale à l'EDI, pour certaines dans vos universités, c'est en cours en ce moment. Aux droits des femmes, aux personnes les plus marginalisées. Ce qui se passe aux États-Unis, de plus en plus ici, ce n'est pas anodin, ce sont des signes et symptômes. Et on le voit dans nos milieux d'enseignement de travail, avec l'évitement, le conflit, la paralysie de ne pas être capable de se mettre en action. Et ces réactions-là sont amplifiées et ressortent à chaque fois qu'on a une crise, à chaque fois qu'on a un événement qui peut retraumatiser. Alors, il y a un lien entre la pandémie, le climat, les crises sociales, dans la façon qu'ils peuvent générer ces réactions-là. Je vais vous parler d'un projet qui me rend extrêmement fier, qui est un découlant direct des apprentissages de la pandémie. C'est la création de notre bureau des mesures d'urgence en santé publique. Ginette y a fait référence dans l'introduction. C'est un projet qui visait dès le début à augmenter la capacité de travailler dans un contexte de crise multiple, à transformer aussi les institutions dans lesquelles on travaille et à mettre de l'avant l'importance du bien-être de nos équipes, de nos communautés et des écosystèmes dans lesquels on vit. Je l'ai vu pendant la pandémie, comment les situations de crise provoquent des réactions au sein de nos équipes, la difficulté de collaboration, mais aussi avec les partenaires. On a travaillé avec plein de partenaires pendant la pandémie, la police, les leaders dans différentes communautés, les organismes communautaires. Et si on veut bien travailler en contexte de crise, on ne peut pas prendre soin d'un groupe au détriment d'un autre. J'ai constaté que nos capacités à la résilience collective étaient quand même limitées. Le BMU s'ancre donc dans une vision long terme d'une population qui développe sa résilience par sa participation active à toutes les phases du cycle de mesures d'urgence et dans une approche qui est axée sur l'équité et la solidarité, qui vise à amplifier les forces des individus, des communautés et des partenaires. Vous avez connu, si vous êtes là aujourd'hui, vous avez connu le milieu académique, la compétition, la hiérarchie, la rigidité institutionnelle. Et c'est une réalité aussi, je vous informe, dans le réseau de la santé et dans d'autres réseaux institutionnels.
Et ça fait que quand je pense à ce qu'on a fait depuis 2 ans et demi avec notre bureau des mesures d'urgence, ça m'amène une joie puis une fierté, juste en sachant qu'on a été capable de définir un modèle d'équipe où on se base sur les contributions, la complémentarité plutôt que la position dans l'organigramme. On a des professionnels, je suis là comme médecin, on a une gestionnaire, on a une agente administrative avec nous, puis on forme une équipe où on ne peut pas faire fi des dynamiques de pouvoir et de ce qui est toujours présent, et on travaille à chaque jour pour créer quelque chose d'autre, un modèle de coordination collaboratif et transversal, un espace et des espaces d'expérimentation. Et après 2 ans et demi, ce que j'ai le goût de vous dire, c'est que c'est quand même difficile. C'est quand même facile de perdre espoir, de retourner dans les vieilles façons de faire, de se mettre en opposition, de dire c'est trop tard, les enfants, leurs cerveaux sont scrappés, puis il faut qu'on attende la prochaine génération pour faire mieux. Que c'est facile des fois de se mettre en opposition à des pratiques collaboratives, à l'importance d'inclure les perspectives de tous. Et ce que j'ai le goût de dire, c'est que ce travail-là, il génère du bien-être. Je crois sincèrement qu'on travaille à tous les jours pour mettre en pratique ce qu'on prêche et qu'on essaie de prêcher moins et pratiquer plus. Et c'est là où je voudrais vous parler d'un projet à l'intérieur de ce projet-là qui est notre comité citoyen. Dès le début, on voulait rendre concret, explicite la vision de la participation citoyenne, entre autres par la mise sur pied d'un comité citoyen, parce que c'est avant tout pour la population et les communautés qu'on travaille. Et sans leur voix, ça ne fait pas de sens. Et pour moi, ce n'est pas aligné avec ma vision de la santé publique qui est ancrée dans les communautés, qui est au service de l'équité et de la justice sociale. On a commencé à y travailler rapidement après qu'on est parti l'équipe, en début 2023, plein d'espoir, de confiance, et ça nous a pris 18 mois pour arriver à la première rencontre. On avait très peu d'expérience semblable dans notre organisation, on voulait bien faire les choses, et on était ralenti par nos peurs, par nos croyances, par nos biais. Le recrutement a été plus long que souhaité, on avait très peu de candidatures, et tout d'un coup, ça a débloqué. Et là, on a un comité citoyen qui est tellement petit et tellement gros, qui a l'air facile et qui semble être quand même un oiseau très rare. Il n'y en a pas, ça ne pleut pas du ciel. Une institution publique qui prend soin d'introduire un comité citoyen qui n'est pas un groupe de patients partenaires, qui sont des gens souvent hautement scolarisés, familiers avec le système. Ici, on est allé avec une invitation large, intentionnelle auprès d'organismes communautaires, auprès de la population directement, à différents endroits où on savait qu'on risquait de trouver des gens qui n'étaient pas déjà dans notre cercle interne, qui n'étaient pas déjà en lien avec nous. Puis, on est arrivé avec 8 personnes avec une diversité de parcours de vie, d'appartenance ethnoculturelle, de forces et de contraintes. 8 personnes qui s'engagent pleinement depuis 1 an dans cet espace, où on pratique ensemble, où ce qu'on pratique la collaboration dans l'action, où ce qu'on travaille pour être attentif aux besoins, aux souhaits, à poser la question, à écouter la réponse, à ouvrir sur nos façons de travailler, à s'ouvrir sur des points de vulnérabilité dans la façon qu'on réfléchit nos interventions, et puis à rendre des comptes sur les impacts de ce qu'on reçoit comme feedback, de dire ce que ça change dans notre façon d'agir, et à rendre concret le partage des pouvoirs dans une logique d'égalité des regards. C'est timide et c'est audacieux. Et pour moi, ça a pris une seule rencontre pour qu'on aperçoive le potentiel immense que rend possible cet espace. On sait qu'on est au tout début, et plus loin, je vois actualiser la compréhension que les crises sont des traumatismes. Il faut dire qu'en ce moment, le mot trauma n'existe pas dans nos documents et dans le travail qu'on fait. C'est en trame de fond, c'est présent, j'y crois, et on n'est pas encore là. De reconnaître que la réponse de santé publique aux urgences dans une perspective de résilience collective doit être sensible au traumatisme et que ça doit être explicite, reconnu, mis au centre, en s'éloignant des approches individualisantes vers une résilience qui est ancrée dans la relation, dans la connexion.
et dans une perspective collective. Ce projet, quand je vois plus loin, je le rêve en réciprocité pour permettre la valorisation des différentes expertises. L'application du modèle 4 heures du SAMHSA permet d'offrir un cadre structurant pour les interventions sensibles au trauma. Il y a 4 éléments dans ce cadre-là qui visent à résister la retraumatisation. J'ai parlé tantôt du fait qu'à chaque fois qu'on a une crise, à chaque fois qu'on a un stress, ça vient réactiver, ça vient amplifier des signes et symptômes. Et donc, notre devoir, dans une perspective de bien-être individuel, collectif et pour la planète, dans une perspective de résilience, c'est de résister, c'est de créer des espaces qui sont ancrés dans la justice et le pouvoir partagé, de travailler au quotidien pour ne pas reproduire les dynamiques de pouvoir et d'oppression dans nos milieux. Pour ça, il faut qu'on mette en place des politiques, des structures, des façons de travailler qui développent la participation citoyenne dans toutes les sphères, à tous les niveaux, sur la durée, et avec humilité, mais aussi avec fierté. Il faut qu'on développe notre capacité à reconnaître le trauma et ses manifestations à l'intérieur de nous, à l'intérieur de nous-mêmes, chez l'autre, et aussi dans les collectivités, à être curieux, à avoir le désir de comprendre la réalité de l'autre et à être capable de reconnaître les impacts de l'histoire. Et pour moi, un des apprentissages fondamentaux à travers ce travail est qu'on ne peut pas extérioriser les crises. On ne peut pas faire semblant que les crises sont à l'extérieur de nous. Ils sont ancrés en nous, ils font partie de notre histoire. Et si on ne le reconnaît pas, ça demeure un frein à l'actualisation de cette vision. Alors, qu'est-ce que ça a à voir avec le bien-être? Vous avez le bien-être dans le titre, puis j'en ai pas parlé du tout, je vais y revenir maintenant. Nous vivons dans un monde en crise, marqué par la mise en compétition, la concurrence, les logiques de gagnant-perdant. Le trauma est omniprésent. Selon les statistiques qu'on prend, il y a 3/4 jusqu'à 90% de la population, dépendant des groupes, qui vont avoir vécu au moins un événement potentiellement traumatisant dans leur vie. C'est omniprésent. C'est une réalité quotidienne qui contient notre capacité de générer du bien-être pour nous-mêmes, d'abord, et au sein de nos collectivités et des écosystèmes. On aimerait avoir un impact. Je pense que si vous êtes ici aujourd'hui, c'est parce que ça vous intéresse et vous voulez avoir un impact. On voit ce qui se passe dans le monde et on voudrait se sentir moins impuissant, contribuer à améliorer les choses. Et l'ampleur du défi peut nous sembler insurmontable, nous faire sentir tellement petits qu'on ne voit pas comment se mettre en mouvement. Je vous partage une anecdote. L'année passée, on a acheté au BMU un bureau de lutte intégré au changement climatique. Vous vous rappelez, au début, j'ai parlé de mon désir à mon arrivée en santé publique de travailler sur ce dossier-là. Bien, j'ai continué à pousser pour que ça arrive. Ce projet qui vise à mettre les changements climatiques au cœur de l'action de santé publique, à briser les silos entre les équipes, à amplifier les actions, a vu le jour. Moi, j'ai travaillé pendant que je découvrais plein d'autres choses, pendant que je faisais d'autres travaux. J'ai continué à travailler pour ce dossier qui me tenait tant à cœur. Il y a eu plusieurs chapitres, plusieurs essais, plusieurs échecs. Ça a pris une décennie et ça a abouti. Et quand le poste de médecin responsable en changement climatique a été affiché, mais moi, j'étais rendu ailleurs. C'est une jeune collègue qui a été embauchée et elle a sa propre vision des choses. C'est normal. Et j'ai quand même trouvé ça difficile. Alors, comment sortir de cette logique de compétition, de trouver une nouvelle utilité, un nouveau chemin? Autant je ressens dans mon corps la souffrance de la pandémie, la rage de l'effondrement climatique, la tristesse, la destruction des écosystèmes, je ressens dans mon corps le bien-être qu'un espace comme le comité citoyen en mesure d'urgence génère, la joie qui accompagne la création de sens, la curiosité d'apprendre qui nourrit le sens, la croyance
profonde que nous créons quelque chose de nouveau, de nécessaire et de beau. Et l'énergie que je ressens à la fin d'une rencontre, ce sont des indicateurs de bien-être. Et j'observe que ce bien-être généré dans le petit groupe se répand. Je vois mes collègues qui restent émerveillés par l'expérience, sont à sourire pendant une semaine après, qui veulent y retourner, qui en parlent au sein de leurs équipes. On était en rencontre d'équipe à la fin de l'année passée, après 2 rencontres du comité soins. Et on a invité les membres de l'équipe à partager un moment fort de l'année. Et c'est le comité citoyen qui était nommé. 2 semaines après notre dernière rencontre, on est toujours un peu avec la difficulté à croire que ces gens-là qui s'investissent, je ne l'ai pas dit, mais c'est des rencontres en soirée, ils viennent à la direction de centre public, ils donnent de leur temps et de leur énergie, de leur enthousiasme. On leur a demandé est-ce qu'ils veulent renouveler pour une autre année. Tout le monde a levé la main. Puis je pense particulièrement à une personne, c'est un jeune homme noir qui travaille comme agent de sécurité à l'aéroport. Puis il est arrivé à la rencontre avec un peu de retard. Je sais pas, 10-15 minutes de retard. Il arrive toujours directement du travail. Puis je suis allé le voir, j'ai pris un moment avec lui. Puis il avait vraiment l'air d'avoir la journée dans le corps. Il me l'a confirmé, il était très fatigué. Il était très content d'y être. À la fin de la rencontre, c'est lui qui a levé la main en premier avec enthousiasme, puis a témoigné de l'importance de cet espace pour lui dans l'apprentissage, dans l'appréciation d'un cadre structurant où il se sentait libre de parler, d'écouter, d'échanger avec le groupe, d'être respecté dans son expérience et sa connaissance et que ça lui apporte du bien-être. Et moi, j'ai confiance qu'en faisant le travail dans la durée, ces impacts-là vont s'étendre dans les milieux de vie, dans les collectivités, au sein des écosystèmes. Les personnes qui sont bien peuvent amener du bien-être dans leur collectivité, puis les collectivités qui sont bien peuvent prendre soin de leur environnement. Jeremy a présenté des statistiques quand même frappantes sur la santé mentale des jeunes. Et puis, bien que je n'ai pas une solution parfaite, je peux vous dire, basé sur mon expérience, basé sur ce que je connais et ce que je viens de vous dire, remplacer son sel, puis les nouvelles en continu par la connexion humaine et la connexion à la nature, la connexion à la collectivité, ça va amener du bien-être chez nos jeunes. Ça va amener de la santé. Le bien-être individuel, les collectifs, passent aussi par des gestes simples. On parle de la santé de la planète. Il y a des choses qu'on connaît, qu'on est capable de mettre en action aujourd'hui. On sait qu'en modifiant, en changeant notre alimentation, en allant vers une alimentation basée sur les plantes, à base de plantes, les recherches sont claires, ça va aider la planète. On sait que d'acheter moins, de ne plus jamais rien acheter sur Amazon, ça va être bon pour la planète et ça va être bon pour nos communautés et pour nos économies locales. Ça, c'est vrai. La question du iPhone, moi, tout le monde a un téléphone intelligent dans la salle et l'idée, c'est pas de se sentir coupable. Par contre, c'est de reconnaître que si on parle de notre bien-être, bien-être de notre communauté et bien-être de la planète, il y a une réponse simple, c'est d'acheter moins souvent, et puis de passer plus de temps avec les autres, puis avec la nature. Je commence à être capable d'apercevoir aujourd'hui, après une décennie de pratique, que je travaille au quotidien pour sauver les baleines. Merci. Et que le travail qui m'apporte la joie est aussi le travail qui me génère du bien-être. Donc, je vous invite à revenir au bord de l'eau. Les histoires que vous avez à raconter sont importantes. Vous avez une vie d'expérience, de connaissances, de compétences. C'est en partageant ces histoires, en s'ouvrant aux autres, qu'on est en mesure de découvrir et d'écrire des histoires nouvelles. Je crois profondément que les choix qu'on fait aujourd'hui
ne crée pas seulement notre futur. C'est important. Les choix qu'on fait aujourd'hui, on en parle beaucoup en lien avec la crise climatique, vont avoir un impact sur notre avenir et l'avenir surtout des prochaines générations. Mais les choix qu'on fait aujourd'hui contribuent également à guérir et à transformer le passé. C'est pas vrai que c'est trop tard pour nos jeunes. Ces jeunes-là, ils attendent juste qu'on leur tende la main. Et c'est en reconnaissant qu'il n'y aurait pas de réponse simple aux questions complexes qu'on est capable d'apprécier que le bien-être se crée à travers la mise en action. Je nous invite ensemble à faire de nos espaces de pratique, nos institutions, des lieux de guérison, de sécurité et de résilience. Merci. Merci beaucoup, David, pour cette vraiment très inspirante présentation. David, c'est d'accord pour prendre des questions? Oui. Là, on a compris que ça peut être en français, en anglais et en allemand. Oui. D'accord? Alors, allez-y, gênez-vous pas. Alors, est-ce qu'il y a une question? Merci. Puis-je poser mon question en anglais? Absolument. Pardonnez-moi, mon français est très mauvais. I am very concerned about the environment and about the world. And something that nobody seems to address, perhaps because they feel they can't or because it's politically incorrect, is the world's population. In my lifetime, I mean, we're talking just over 80 years, the world's population has quadrupled from 2 to 8 billion. How are we going to make a change? Because each additional person who is born puts pressure on resources, on consumption of fuels, food, our forests, all those kinds of things. Have you any suggestions how we can make a difference without treading on cultural and ethnic toes in that particular problem? Yes, thank you for that question. So I'd say two things. One is that I don't know where you all are at in terms of your retirement savings that we talked about, but I can say for myself, I'm in a very privileged position. I'm a public health physician, and I'm part of the 1%. Certainly worldwide. And I think I say that because with privilege comes responsibility. And the first thing that's evident, I talked just before about some things that are so well known that we just need to do them. Well, one thing that's evident is that even in Canada, the 50% of the population with the lowest income respects our climate targets because their consumption is just so much lower than people with more money. And so that's the first thing, is that, yes, there are a lot of people in the world, and most of those people are contributing very little to the problems that they're having to deal with. And I think at a global scale, it's really important that we recognize that. And it doesn't change that we can be concerned and that we need to address that. We need to talk about it. And I think we need to really look at ourselves and say, okay, again, not in the perspective of guilt or shame, but in the perspective of putting into action what we're able to do. Plant-based diet, driving less and taking public transit more, buying less of everything all the time, and really transforming our perspective on what makes a good life. So that's one thing. And concretely, that will reduce our greenhouse emissions substantially because the people who are generating those emissions are a very small part of the population. And then the second thing I would say, and in a trauma-informed approach, and in the perspective of determinants of health, is to say we know where we need to invest in education for women and girls, in women's rights, in democratic institutions. We know the places in order for people's voices to be heard, because we know what happens when we empower
or stop disempowering women and girls is that they are able to make choices for their own lives that end up being good for everybody. So I think it's really important that we also look underneath that and see that that's not just a, it's not a way of sidestepping the problem, it's going to the root of the problem. And in the perspective of individual and collective well-being and what's good for the planet, there's no wrong answer in supporting the rights of women and girls. That will be the one-stop shop. Je peux... ouais, bah, veux-tu... Non, on est ensemble. On le fait ensemble. On le fait ensemble. I would have a question. Since you have offered to answer questions in German also, I assume, I assume, but I won't speak in German, but nevertheless, I assume that you are aware of the preparedness of national issues in various countries. Here I would like to know if you know anything about the preparedness of German people, the aging group of German people, in comparison to ours here. Because looking at your CV and what you have done before, I assume that that is one of the main issues, also addressing us here. Do you know that if there is any difference? Because I do know that in Germany they are very well prepared and researching continuously how can we protect our aging population, and how do we do it? Do we have the means and the educators and the medical facilities trained enough to prepare them? So is there anything, and since you are also preparing Montreal for the same issue, which you could perhaps add, is there a difference? Is more done there? And if yes, where does it function well for us, the aging population? That's a really great question, and I don't think I'll have a satisfactory answer. And you're speaking of preparedness to emergencies or to yeah. Yes? Okay. Because don't forget also that those are aging now, like me, have either been born before World War II or maybe just after World War II. So it's a very traumatic population which you would be addressing there. So I think what I'm going to invoke is humility in this domain, and I really, and I don't think that I can give a satisfactory answer to the comparative component of that. That being said, for Montreal, I can speak to what we're doing and some of my observations with regard to that. So first is, I'll come back to one of the fundamental parts of what I was hoping to communicate is that we need to engage all parts of the population directly in the work that we're doing if we want that work to have impact. And I think for people of a certain age, elderly, that is very, very important. I think you just brought in one of the reasons why is, and I mentioned it, is that you have experiences that are relevant for understanding what worked, what didn't work, what could work better, and we know that that's one of our big weaknesses, is that we lose. So I've been practicing for 10 years. I was a resident at the time, so a trainee at the time of H1N1, and I was not yet in medical school. I was doing my bachelor's at the time of SARS. So I wasn't directly present for those in the public health system. But
those were in the last 20 years, not pre-World War II, and the amount of information that gets lost and forgotten and not used effectively is immense. And so I think that's one thing. It's clear citizen engagement and really being able to bring in the knowledge and strengths and past experiences of our population. And that's, I gave you a little fractal, 8 people in a committee that needs to be multiplied by 100,000, 1 million times in order to really be reaching everyone. That's one thing. Second thing is, for sure, I think that there is, so you had Chartwell before talking about retirement homes. I think that we really are not well prepared to be able to support people where they are, and we saw that during the pandemic, and that is a second component where there are countries clearly where that is better done, to maintain people in community, to build community resilience so that when you end up via aging or other circumstances, having a physical disability or having a mobility issue or having needs that you need support to meet, that doesn't mean that you're going to be institutionalized or that you're going to be taken out of your community. And that is work that is going on here, but I would say that in Quebec and in Canada, we've still got a lot to do. And the last thing I would mention is I'm director of the residency program, so the training program in public health. And again, this is, we're a few public health doctors in a large health system, but we do have, I think, a really privileged position to influence policy. And one of the things that we've been working on the last couple of years is bringing a trauma-informed approach to medical education. And that touches on all of these issues of history, of culture, of collaboration, of how do we engage with transparency and in a safe environment with all different components of the population. So that's the elements of a response I would have, and specifically for Germany, I don't have, so I'm born here, and my heritage is Swiss German, so I don't have a specific knowledge of Germany in terms of the health system, unfortunately. Thank you. Okay. I have a friend who is medical doctor and PhD in Germany. Being here in Canada for 42 years, I used to have a... Being in Canada for 42 years, when I was working at Carleton University, I have a family doctor. Okay. Very bad. When I retired, I lost family doctor. And I was without family doctor for 6 years. Having friends in Germany, as I said, medical doctor and PhD, one day when I got into serious health problem, I asked Joanne, tell me one thing. How long people in Germany have to wait to get family doctor? Her answer was 6 working days. I lost family doctor, as I said. I was without family doctor for 6 years. I got finally doctor after 6 years and 6 days. I have a proof. I got a paper. And it became a joke, but Canada is better than Germany. We beat them by 6 years. Thank you. This will be the last question. Maybe one or two more. We have lunch after. The previous question about having to wait for 6 years to get a GP reminded me of something I've been thinking about a lot, that in Canada, the solution to medical problems seems to be to spend more money, to get more doctors,
build more hospitals and so on. There doesn't seem to be much effort to reduce the need for medical care by encouraging people to be healthier, by exercising or what have you. Are you aware of any countries, cities, etc., that have taken the approach of trying to encourage people to be healthier in order to reduce the need for medical care? Sure, and so that's the work that I do. Yes, encouraging people to be physically active and eat a healthy diet, and doing the work, I mentioned it before, to make communities more resilient through supporting the work that is done by community organizations, through making sure that our cities are built so that people can get around, can get to their essential services by walking or public transit, by making sure that there are parks accessible to everyone, by making sure that there's green space. So that's the work that we do. And I could spend the next 3 days talking about various initiatives, but there's tons of stuff from before people are born until the end of life that aims at exactly that. After that, what we know is that in Canada, and in Quebec more particularly, investment, so you talked about money, money doesn't solve everything, but for sure investment in prevention is very, very low. And we know that systematically in Quebec and in Canada, we're well below the minimum amount. So there's guidelines that are aimed at having a minimum investment in prevention as a proportion of the health budget, and we're at about 2% in Quebec. So if we're looking at the overall spending on the health system, 2% of that is in public health programs. And what the minimum guideline is, that's generally used, is 5%. So that is a huge difference in real numbers when we think about the size of the budget. So for sure, there's good work, great work that's being done in Montreal, in Quebec, in Canada, in other countries in the world. And we have a real underinvestment in that work, and that's just the public health budget. If we then say, who else is doing the work that is necessary for people to be healthier longer? Community organizations, citizens groups, municipalities, so cities and towns. Then you can amplify that and say in all of those places there's underinvestment as well. When we know that if we invest in our community organizations, and if we invest in the cities and towns that are able to plant trees, make parks, put bike paths, make sure that people are living in healthy environments, then all of that stuff we're gonna catch later down the road. So I don't think in 5 minutes I can give an adequate listing of all the possible things that can be done, but I'd be happy to take time after if you're interested. Ouais? Okay. All right. Dernière. So my comment isn't a question, it is a comment. Public policy, if looking after older adults is so important, why has the new Prime Minister moved the Department of Seniors and the Minister of Seniors to a junior level, and Joanne Thompson is now the Minister of Fisheries? Why is it that we don't, I have a different take than you do on all this. I don't have the magic bullet, a panacea answer, but what I don't hear from government is getting at root cause failure analysis. What's in behind the problems? Well, they talk about social isolation, financial insecurity. Here's the deal. Canada can't find enough people to do the jobs. If you continue working, either full-time or part-time, here's what happens to health outcomes. You delay entry into long-term care and you are healthier. It's not just about walking my dog in the park and doing those kinds of things. I come from a business background. I'm in the midst of working with a group out of Boston called the Age Friendly Institute. We're doing certified age-friendly employers work. In the States, 2006, they introduced
the Older Workers Opportunity Act to provide financial incentives. The state of Massachusetts is in the midst of putting a program in to give tax incentives for hiring older workers. Here's the thing, think about the first presentation. Older workers know how to show up. They know how to talk to people, and they have, we've talked about this pre-war, post-war, I'm a 49 candidate, but we know how to talk to people, we know how to show up, and in the tourism sector where I'm doing my work, the bulk of the people who spend the most money is this group. Not academics, but older adults. They stay longer, spend more, come back more often, but even in the, I'll be at the AGM for the tourism sector Monday, Tuesday next week. There is no marketing or policy that speaks to our interests. So why is there this black hole about doing something that's obvious? One bed, 1 year, one Nova Scotian, $270,000. There is no effort whatever at the policy level or the government level yet. There will be, because I'm going to keep pushing, to do anything in this dimension. So that's my comment. It's a comment, so I'm not going to give an answer because it's not a question, but I think I would end on what Jeremy presented with regards to kids and their mental health, what people are bringing in with regards to concerns about healthy aging, about policies that take care of prevention and health of your group. I think what's evident to me is that if we put those in competition, that's how we end up with the status quo. And I don't have no magic solution, but I do know that if we put people together around a table and in a room, they'll come up with better solutions than if we keep them apart. So thank you very much for the time you've given me. Thank you, Jeanette and Jacques. Don't go yet. Don't go yet. So thank you very much, Dr. Kaiser, for this very inspiring presentation, and also for all the good work you do to keep us safe and help us during crisis. We have a gift for you, and I'm afraid you cannot refuse it. I know you don't want more things. I saw this coming. Yeah, but it's a book on this beautiful home that has just celebrated its 100th anniversary, and it's already dedicated by the author to you, so you cannot refuse it. Amazing. Thank you very much. Thank you. Thanks. Okay, it's time for lunch, and also I'd like to remind you that the guided tours are starting at 12:45. The guides will be in the entrance of the faculty club, and please remember to come back for 2 o'clock. We're starting again at 2 o'clock. So, bon appétit. À bientôt.